Elle répond en partie aux propriétés des éthers. Ce que vous avez à l'écran, et en fait, la réactivité des éthers, ça passe par la réactivité de l'atome d'oxygène. Comme vous devez vous en souvenir, l'atome d'oxygène possède deux doublets. Quelle que soit la forme qu'il prend, deux doublets lorsqu'on est sous la forme d'un alcool ou lorsqu'on est sur la forme d'un éther. Ces deux doublets électroniques, ces deux doublets libres, donnent la forme de ces molécules. Vous avez une forme qui est coudée et qui est due à la présence de ces deux doublets électroniques. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ces doublets électroniques donnent aux éthers, mais aux alcools aussi, la capacité de réagir avec des acides de Bronsted. Donc, si vous regardez ce que vous avez là, un éther qui réagit avec un acide très fort, cette protonation conduit à la formation d'un oxonium. Cet oxonium résulte de la formation de la liaison entre un atome d'hydrogène, un proton, et l'un des doublets de l'atome d'oxygène. Donc, cette mise en commun de doublets provoque l'apparition de la charge plus. Donc, cette charge plus, on la voit ici, c'est en fait le suffixe onium pour la charge plus, et le fait que ce soit associé à l'atome d'oxygène, voilà, vous avez le préfixe oxo. Bien, alors si ça réagit avec des acides dits de Bronsted, qui sont protonnants, eh bien les éthers peuvent également réagir avec des acides dits de Lewis. Ces acides de Lewis vont être capables d'accepter l'un des doublets de l'atome d'oxygène et former, pareil, une forme oxonium ici, où l'atome d'oxygène est chargé positivement, n'a plus qu'un seul doublet parce que le deuxième de ces doublets est mis en commun avec l'atome de bord. Alors l'atome de bord ici était neutre au départ, il devient chargé négativement à l'arrivée. Cette réactivité des éthers va engendrer en fait les transformations qui peuvent avoir lieu avec les éthers. Donc les coupures, notamment les coupures. Donc lorsque l'on est sous la forme, alors je vais cacher ça pour l'instant, on n'en a pas besoin. Lorsque l'on est sous la forme d'un éther qui est symétrique, c'est-à-dire que les deux groupements alkyles ou les deux groupements quels qu'ils soient qui substituent l'atome d'oxygène sont identiques. Lorsque l'on fait réagir ces éthers avec cet acide, qu'est-ce qui va se passer? Si on se réfère à la diapo d'avant, on va d'abord protoner ici l'atome d'oxygène. On protonne l'atome d'oxygène, on forme l'oxonium correspondant. Alors l'oxonium correspondant a une particularité, c'est qu'il peut jouer le rôle de nucléofuge. Donc ça a été vu la semaine dernière. Il peut jouer le rôle de nucléofuge. Comment? Eh bien, cet atome d'oxygène est chargé positivement parce qu'il a perdu l'un de ses doublets. Donc il va essayer de toutes les manières possibles de récupérer son doublet. Quel est le doublet qu'il récupère? Le doublet qu'il récupère, ce sont les deux électrons ici entre carbone et oxygène. Donc ces deux électrons, ce doublet, eh bien, il va essayer de se les réapproprier pour former quoi? L'alcool, voilà, que vous avez là, qui retrouve sa structure coudée avec un atome d'oxygène qui présente les deux doublets. Eh bien, cette rupture de liaison, bien que fortement demandée par l'atome d'oxygène dans la forme oxonium, va être aussi dépendante de l'arrivée de quelque chose qui compense cet atome de carbone, qui compense son déficit électronique. Eh bien, sous l'influence d'un nucléophile, I- par exemple, mais ça aurait pu être Cl- ou Br-, puisque Hi, HCl ou HBr vont avoir la même réactivité. Le nucléophile arrive sur cet atome de carbone, ce qui va aider encore plus à la rupture de la liaison carbone-oxygène pour que l'atome d'oxygène récupère ses doublets. Donc vous avez ici la réactivité des éthers qui sont symétriques et qui vont donner lieu à la formation d'un dérivé halogéné et puis d'un alcool. Donc vous avez sur cette diapo une méthode complémentaire pour faire des alcools d'un côté
et pour faire des dérivés halogénés de l'autre. Donc ça alimente en fait les différentes méthodes que vous avez pour former des alcools et pour former des dérivés halogénés. Alors ça, c'est le cas facile parce que finalement, un éther qui est symétrique, c'est un éther dans lequel les deux fragments R sont similaires. Donc, peu importe que l'atome d'iode ici sous la forme I- réagisse sur cet atome de carbone ou sur celui-là. Bon, maintenant, les éthers ne sont pas toujours symétriques. Que va-t-il se passer dans le cas d'un éther qui est dissymétrique, c'est-à-dire dans lequel les deux fragments R, ici et là, ne sont pas identiques? Quel est le fragment sur lequel I- va réagir? Parce que la première étape, elle va être la même. La première étape ici de réaction de l'éther avec H+, va donner l'ion oxonium correspondant. Donc, je bascule sur la planche à dessin. Voilà. Donc, est-ce qu'on voit là? Voilà. Une fois que l'atome d'oxygène est sous cette forme oxonium, comme ceci, voilà. Donc, tout le monde voit là? Ouais. Voilà. C'est mieux là, non? Voilà. Bien, une fois que cet atome d'oxygène est sous cette forme oxonium, I- va avoir la capacité de réagir ici ou de réagir sur cet atome de carbone, donc provoquant la rupture de cette liaison ou de cette liaison. Donc les deux produits qui peuvent être obtenus sont soit d'un côté ceci, plus l'alcool correspondant, OH, CH3, soit dans l'autre sens, CH3I plus CH3, CH2, CH2, CH2OH. Alors, on n'obtient qu'une seule de ces deux solutions. Et de quoi ça dépend? Eh bien, en fait, quelle est la caractéristique de cet atome de carbone et de cet atome de carbone si, eh bien, comment ça s'appelle? L'ion oxonium ici substitue chacun de ces deux atomes de carbone. Eh bien, dans n'importe quel cas, la présence ici d'un atome chargé positivement va attirer vers lui les électrons. Donc, on va avoir sur ces deux atomes de carbone, eh bien ici un delta plus, que je vais mettre comme ça. Pourquoi un delta plus? Eh bien parce que ces deux électrons sont attirés par l'ion oxonium. Donc delta plus. Donc effectivement, ça justifie pourquoi I- réagit sur cet atome de carbone. Oui, tu as raison, Julien, c'est le nombre de substitutions. Effectivement, ce nombre de substitutions, il est important. Pourquoi? Parce que là, on va avoir un delta plus aussi, parce que l'ion oxonium va attirer les électrons vers lui, mais on va avoir un delta plus petit. Ça se voit la différence là? Ouais. Plus petit, pourquoi? Parce que ce fragment-là, il est plus I, donc il va donner des électrons, il va compenser une partie du déficit. Alors que là, on n'a pas d'effet I. Parce qu'il y a 3 atomes d'hydrogène. Donc effectivement, on a, je vais le grossir, un delta plus ici qui est important et un delta plus qui est tout petit ici. Donc l'iode, I- va réagir sur le centre carboné lorsqu'il a le choix, qui présente le plus grand déficit électronique, donc CH3. Donc on va avoir préférentiellement cette solution qui va se mettre en place avec la formation de CH3I dû à la formation de la liaison entre I- et le site le plus déficitaire en électrons, et puis la contrepartie qui est le butanol. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors, moi, j'en ai une. Comment s'appelle cette réaction lorsque I- réagit sur soit cet atome de carbone, soit cet atome de carbone? Alors, substitution nucléophile, oui, mais pas SN1. Pourquoi? Eh bien, parce que regardez, le site ici, il est primaire. Le site primaire, eh bien, c'est le siège des réactions de type SN2. Donc, c'est, voilà, ça peut être apparenté à une SN2. Très bien. Alors, je repasse. Monsieur, Oui, en fait, moi, je comprends pas la différence entre la SN1 et la SN2. ben oui, mais si tu comprends pas, aujourd'hui, la différence, on est à la 5e séance, c'est une question qui doit arriver beaucoup plus tôt, hein. On est à la 6e séance, je crois. Donc, la SN1, c'est dans le chapitre. Bon, je vais pas changer de document. Dans le chapitre sur les substitutions nucléophiles, la plus grosse différence entre SN1 et SN2, c'est que la SN1, elle est favorisée sur les sites qui sont tertiaires parce que le carbocation qui se forme est stabilisé. Oui, La en fait, SN, j'ai compris tout ça, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est au niveau de la substitution, parce que moi, j'ai l'impression que c'est le même résultat qu'on a dans les deux cas. mais oui, mais c'est évident que c'est le même résultat. C'est toujours un nucléophile qui arrive et un nucléophile qui s'en va. Mais on a l'un ou l'autre des deux mécanismes selon la nature du carbone qui est le siège de la réaction. Des carbones tertiaires SN1, des carbones primaires SN2. Et ça, c'est dû au mécanisme, on peut le voir de deux manières différentes. Le mécanisme avec le profil réactionnel, le chameau pour la SN1 et le dromadaire pour la SN2, ou alors la loi de vitesse, hein, qui dépend des deux réactifs dans une SNE, dans une SN2 et de un seul des deux réactifs sur la SN1, ou alors des issues stéréochimiques, puisqu'on a une réaction qui est stéréospécifique en SN2 et on a une réaction qui est racémisante en SN1. Donc, j'espère avoir répondu à la question, mais la question, elle arrive un peu tard parce que vous avez un CC cet après-midi, hein, Oui, et je sais. que, ben oui, il ne faut pas attendre la dernière minute pour poser ces questions-là, notamment lorsque tu es en TD, hein. Donc, le point, il est important pour aujourd'hui. OK? Oui, merci. De rien. Alors, je repartage mon écran. Donc, sur cet écran partagé, on va avoir maintenant, voilà. Donc, on passe la coupure des éthers et on arrive aux amines. Alors, les amines, eh bien, pourquoi est-ce que ça fait partie de ce chapitre sur les alcools? Eh bien, parce que la liaison carbone-oxygène, elle va ressembler à la liaison carbone-azote. Elle va ressembler parce que oxygène et azote sont situés tous les deux à droite du carbone dans le tableau périodique. Ça veut dire qu'ils vont avoir tous les deux la même incidence, ou quasiment, sur la nature de la liaison et les propriétés de la liaison entre carbone et hétéroatome. Alors, on va distinguer dans ce sous-chapitre des amines, eh bien, quatre finalement catégories euh, d'atomes d'azote et d'appellations en fonction de la substitution de l'atome d'azote. Donc l'ammoniac, NH3, hein, et puis en fonction ensuite de la substitution, amine primaire, secondaire, tertiaire, puisqu'à chaque fois on va remplacer un atome d'hydrogène par un groupement alkyle ou par un groupement carboné. Donc primaire, secondaire et tertiaire. Alors, pourquoi est-ce que c'est relativement important? Eh bien, parce que l'amine ou la fonction amine, eh bien, fait partie notamment des éléments clés en sciences de la vie, puisque les aminoacides ou les aminoalcools qui,
qui sont à la base de construction d'architecture moléculaire complexe en sciences de la vie, eh bien, c'est une fonction qui est clé. Donc, vous verrez la nomenclature en TD, ce n'est pas le moment. Alors, regardez ici, on a encore une fois ce double équilibre, exactement comme les alcools. Hein, on est exactement dans les mêmes perspectives, dans les mêmes objectifs, dans le même type de réactivité. Donc, le premier point ici, c'est l'amine qui est centrale. Donc, j'ai pris ici une amine primaire, mais cet équilibre s'applique quelle que soit la classe de l'amine. Alors, que se passe-t-il lorsque l'amine joue son rôle de base? Si l'amine joue son rôle de base, ici, vers la droite, on va avoir une réaction avec un acide fort. Une réaction avec un acide fort, donc H+, permet la formation de la liaison azote-hydrogène. C'est exactement comme l'ion oxonium que l'on vient de voir. Donc, il ne s'agit plus ici d'un ion oxonium, mais on va retrouver le suffixe onium que vous avez là, hein, le suffixe onium pour cation, et le suffixe amo pour amine. Donc, l'ammonium, c'est le pendant, l'équivalent sur les atomes d'azote, avec le même trait de réactivité, c'est-à-dire quelque chose qui réagit avec un acide fort. Donc, quelle est la nature de la liaison? Eh bien, cette liaison, elle se forme avec le doublet de l'atome d'azote. Ce doublet va être mis en commun pour former la liaison azote-hydrogène. Donc, de l'autre côté, puisque ça, c'est un type d'acide, voilà, dont le pK est d'environ 35 ici, eh bien, c'est si on fait réagir cette amine avec une base plus forte. Une base plus forte va réagir sur cette amine pour faire quoi? La capacité d'une base, c'est d'accepter un proton. Donc, ceci perd un proton de RNH2 à RNH-. Donc, il s'agit bien ici d'un acide qui perd un proton vers une base amidure RNH-. Donc, on a bien à nouveau ces deux caractères, et acide et basique. Donc, la forme la plus basique, c'est l'ion amidure, et la forme la plus acide, c'est l'ion ammonium. Alors, bien que cette amine ait un caractère donc amphotère, qui peut jouer donc les deux rôles, acide et base, vers la droite, l'amine joue le rôle de base, vers la gauche, l'amine joue le rôle d'acide. Hein, ça répond à la définition de l'acidité selon Bronsted. Bien. Alors, la notion de pK. Donc, on a donné une notion de pK approximative pour les alcools, de 15 à 18, 19, selon la classe de l'alcool. Et bien ici, c'est pareil. Hein. On peut avoir des pK sur cet équilibre acido-basique entre l'ammonium et l'amine. Et on va avoir un pK entre 9 et puis 11, selon la substitution de l'atome d'azote. Donc, sur 0 substituant ici, H4, 9, presque 10 lorsque l'on évolue sur le nombre de liaisons carbone alkyle qui substitue l'atome d'azote. Alors, les différences, elles ne sont pas très importantes, voilà, entre 10 et 11. Hein, donc, et puis, c'est souvent supérieur parce que les fonctions alkyles, comme on vient de le dire, hein, les fonctions alkyles, dès qu'on est sous la forme d'un alkyle tertiaire, on va augmenter son pouvoir plus I. Donc la frange ici de différence de pK, elle est très faible. Alors, la formation des sels, eh bien, on a deux types de sels, et à chaque fois que l'on forme un sel, eh bien, ça va être soluble dans l'eau. Donc, une amine qui réagit avec H+, Cl-, va donner lieu à un sel d'ammonium, à un chlorure, Cl- d'ammonium. Ces chlorures d'ammonium vont être solubles dans l'eau. On peut former ce type de sel N+, en présence de n'importe quel type d'acide. Des acides forts, H+, Cl-, mais également des acides carboxyliques que vous avez là, et qui va former en fait une paire d'ions. Une paire d'ions puisque l'acide carboxylique va se transformer en carboxylate, et puis l'amine en sel d'ammonium. Donc cette paire d'ions va également être soluble dans l'eau. C'est la base de la réactivité des aminoacides en milieu aqueux. Voilà.
puisque la fonction acide, elle se situe sur la même molécule qui porte les deux fonctions, amine et acide. Alors, comment fait-on les amines? Alors, il y a eu en chimie vers les sciences de la vie, on ne va pas décliner 50 voies d'accès. Et puis, surtout, on ne va pas faire le mécanisme. Donc ici, ce qui est important, c'est de retenir comment on aboutit à cette amine. Quelle classe d'amine on a. Donc, on va avoir accès à une amine primaire. De quelle manière? Eh bien, par une hydrolyse en milieu basique de cette forme. Alors, cette forme est une forme particulière, un noyau aromatique, un cycle à 5 chaînons, et puis cet atome d'azote là, qui est relié à un groupement alkyle. Comment on l'obtient? Parce que c'est ça l'important. On va l'obtenir par une réaction de substitution nucléophile. Et on va l'obtenir à partir de ce sel qui s'appelle un phtalimide, ici, phtalimide N-. Et ce N- ici, dans ce phtalimide, va jouer le rôle de nucléophile. Un nucléophile vis-à-vis de quoi? Eh bien, d'une chaîne alkyle qui est substituée par un dérivé halogéné. Donc, on va avoir une réaction de substitution nucléophile. Si l'amine est primaire ici, d'accord, ça veut dire que l'atome de carbone, il n'y a qu'un seul atome de carbone, là, eh bien, on va donc favoriser, en fait, les réactions de type SN2 sur des substrats qui sont très peu encombrés. SN2, donc substrat primaire, très peu encombré, il y a une raison, hein, c'est parce que regardez, le nucléophile, il est déjà très très gros. Il est très très gros et on sait que la réaction de substitution nucléophile d'ordre 2 est sensible à l'encombrement. Donc c'est l'une des voies les plus utilisées pour faire des amines primaires. Donc ici, dans cette partie du cours, c'est à retenir sous la forme de A plus B donne C, plutôt que sur le mécanisme qui n'est pas de votre niveau pour le moment. Alors, il y a d'autres formations d'amines, mais que l'on va revoir dans les chapitres qui sont ici, les chapitres des cétones. Elles sont masquées, les cétones, hein, ou les aldéhydes, mais on peut réduire. Réduire, ça veut dire utiliser une forme particulière, c'est H-, qui est un hydrure qu'on a vu dans le chapitre des alcools. Et cette hydrure va permettre de former des amines. Regardez ici, cette double liaison, elle est bien réduite. On passe d'un carbone qui est sp2 ici à un carbone sp3. C'est une réduction puisqu'on augmente le nombre d'atomes d'hydrogène sur cet atome de carbone. Pareil sur cette double liaison CN, on augmente le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est donc bien une réduction, avec là aussi un hydrure, un deuxième type d'hydrure. Et puis pareil, cette hydrure va permettre là, de réduire des amides. Donc on va revoir les deux premières réductions dans le chapitre sur les cétones et les dérivés, et le troisième sur les acides et leurs dérivés. En tout cas, lorsque l'on fait le bilan des réactions qui permettent d'obtenir des amines, on va avoir la réaction de Gabriel sur la diapo d'avant, et puis ces trois réactions-là hein, qui vont permettre d'obtenir des amines par réaction de réduction. A plus B donne C ici. Bien, alors, je vais cacher une partie parce que vous n'avez pas besoin de tout, et moi, je n'ai pas besoin de tout pour vous expliquer ce qui va se passer. Bien. Alors, la réactivité du doublet de l'atome d'azote. Alors, le doublet de l'atome d'azote est quelque chose qui est riche. Un atome d'azote est riche en électrons. Donc, doublet égale richesse électronique. Donc, si un atome d'azote est riche en électrons, eh bien, il est presque aussi riche qu'un électron qu'un atome d'oxygène. Et vous savez que la richesse électronique de l'atome d'oxygène en fait un nucléophile.
Lorsqu'il n'est pas chargé, c'est un nucléophile neutre. Donc ici, l'atome d'azote, avec son doublet, est un nucléophile neutre. Ce nucléophile neutre va donc réagir comme un nucléophile. Sur quel type de substrat? Eh bien ici, on va avoir CH3I. Il s'agit donc d'une réaction de substitution nucléophile d'ordre 2. Donc, si l'atome d'azote donne son doublet, comme un nucléophile, donne son doublet, eh bien, l'iode joue son rôle de nucléofuge. Et puis ici, voilà, on le retrouve là, I-. L'atome d'azote a donné son doublet pour former la liaison atome d'azote-carbone. Donc, on le retrouve sous cette forme chargée positivement d'ammonium. Alors, lorsque l'on met en présence dans un ballon de réaction ou dans un récipient plein de molécules d'azote et plein de molécules de CH3I, eh bien, il va se former ceci d'abord, mais une autre molécule de NH3 va jouer non pas le rôle de nucléophile, mais va jouer le rôle de base. Donc, cette molécule-là va jouer le rôle de base, ici, voilà, va jouer le rôle de base, pourquoi? Eh bien, pour arracher l'un de ses protons. Donc, vous vous souvenez des deux équilibres que je viens de vous décrire, et effectivement, l'ammonium, eh bien, est un acide qui est fort, et il va donc perdre son proton. Perdre son proton au profit de quoi? Au profit d'une base. Donc, pour perdre son proton, eh bien, le moteur, c'est d'approcher une base pour former NH4+, que vous retrouvez ici. L'autre moteur, c'est que l'atome d'azote, sous forme ammonium, eh bien, récupère son doublet. Donc, on va casser la liaison, donner H+ à NH3, et puis utiliser les deux électrons de la liaison pour compenser le déficit électronique sur l'ammonium. Voilà comment, eh bien, on forme ce qui est dans ce carré. Une méthylamine à partir de l'ammoniac. Cet atome d'azote ici présente la particularité d'avoir un doublet. Alors, maintenant, comment on fait comparativement lorsque on a dans le même milieu eh bien, NH3 avec un doublet et qu'on a NH2 CH3. Donc, je quitte le document et puis je me mets sur le projecteur. Donc, j'ai dans le milieu N avec H3. Ça, c'est le doublet. On voit bien. Ouais. Et puis, en fait, je vais mettre en dessous N, H2 et CH3. Alors, si je devais représenter, en fait, la taille fictive des doublets, donc, en fait, la nucléophilie des deux, eh bien, je me retrouve ici avec un atome d'azote et qui a un substituant dont l'effet électronique est plus I. Ici, NH3, zéro effet électronique sur l'ammoniac. Donc, si je devais représenter la taille du doublet, on va dire comme ça d'un côté, et puis comme ça de l'autre. Pourquoi? Parce que le doublet est renforcé par la présence d'un groupement plus I qui va augmenter cette densité électronique sur l'atome d'azote. Donc, si la densité électronique azote augmente, ça veut dire que cette molécule devient plus nucléophile, puisque son doublet est renforcé. Donc, celle-ci est plus nucléophile que celle-là. Alors, je fais la petite gymnastique, je reviens à l'écran. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai à la fois, dans le même milieu, ces deux espèces? Je me retrouve dans un milieu où j'ai ceci, cela, et puis j'ai CH3I. Vers quelle réaction et vers quel type de réactif va se tourner CH3I pour faire la réaction de substitution nucléophile suivante? Mais il se trouve que lorsque tous ces ingrédients sont dans le même milieu, CH3I, qui est présent en grosse quantité, va réagir, alors non pas avec NH3, mais avec le plus réactif des doublets présents dans le milieu, c'est-à-dire le doublet issu
Eh ben, de la première réaction de substitution nucléophile. Donc, plutôt que CH3I réagisse sur NH3, il va réagir sur NH2CH3. Pour former quoi? Par quel type de réaction? Eh bien, pour former par réaction de type SN2, ici, voilà, eh bien, l'ion ammonium suivant, correspondant, dans lequel, eh bien, on a cette fois-ci deux groupements CH3 et deux atomes d'hydrogène. Donc cet ion ammonium, eh bien, il ne va pas rester comme ça. Pourquoi? Parce que l'atome d'azote, qui est déficitaire en électrons, n'a plus son doublet, il va tout faire pour le récupérer. Voilà. Donc la force motrice, c'est que l'atome d'azote va récupérer les deux électrons de la liaison NH, et il faut quelque chose pour capter H+, et capter un H+, c'est le rôle d'une base. Et la base dans le milieu, c'est NH3. Donc on va former successivement la méthylamine, qui est plus réactive que l'ammoniac. Donc cette méthylamine réagit avec l'iodure de méthyle pour donner le diméthylammonium, et l'équilibre acido-basique vous donne la diméthylamine. Alors cette diméthylamine, hein, si je reviens à mon document, cette diméthylamine, si je complète, j'ai toujours un doublet, j'ai un groupement CH3, j'ai un deuxième groupement CH3 et j'ai un seul atome d'azote. Eh bien, ça, c'est toujours plus I. Ça, c'est toujours plus I. Donc, je vais me retrouver avec un doublet qui est comme ça et qui est de plus en plus nucléophile. Donc, dans mon milieu, lorsque je mélange NH3 avec CH3I, qu'est-ce que je vais faire successivement? Eh bien, je vais pas faire que de la méthylamine, puisque la méthylamine devient plus réactive que le substrat de départ et donne de la diméthylamine. Et que cette diméthylamine devient plus réactive que la monométhylamine et que l'ammoniac. Donc, je vais à chaque fois eh bien, utiliser le doublet qui augmente et qui rend plus nucléophile l'atome d'azote pour une substitution ultérieure. Donc, si je reviens à mon document et que je vais jusqu'au bout de la réflexion, eh bien, alors ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà. Eh bien, à chaque fois que par une substitution nucléophile, je rajoute un groupement méthyle, eh bien, j'effectue une deuxième substitution nucléophile, puis une troisième substitution nucléophile, puisque la diméthylamine devient plus réactive. Elle réagit dans une réaction de substitution nucléophile d'ordre 2 avec CH3I pour former l'ammonium correspondant, puis qui, en présence d'une base, donne la triméthylamine. Et vous me direz, ben, ça ne s'arrête pas là. Eh bien non, ça ne s'arrête pas là, puisque j'ai encore un doublet qui devient de plus en plus nucléophile, parce qu'il est de plus en plus enrichi par le nombre de groupements méthyle, hein, et le nombre d'effets plus I qui substituent l'atome d'azote. Donc, in fine, hein, même si on se dirige vers ceci, ben, ceci est le réactif le plus nucléophile qui est présent dans le milieu. Hein. Que devient ce réactif présent dans le milieu? Ben, réagit avec CH3I pour former le sel d'ammonium correspondant. Donc, on utilise le doublet de l'azote pour une réaction de type SN2, encore une fois, sur CH3I. Qu'est-ce que l'on obtient? Ben, 4 groupements, cette fois-ci, méthyle, qui substituent l'atome d'azote. L'atome d'azote du triméthyle, de la triméthylamine, a donné son doublet. Donc, c'est sous forme ammonium qu'on le retrouve. Pourquoi est-ce que la réaction s'arrête là? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de réaction avec une base derrière? Eh bien, une base réagit avec un acide. Un acide est une espèce qui est capable de perdre un proton. Donc regardez, cet acide ici perd un proton, cet acide perd un proton, l'acide que j'obtiens intermédiaire, qui n'est pas montré ici, hein, qui provient de la présence de cet atome d'hydrogène, perd un proton, mais ici, je n'ai pas de proton. Donc je ne peux plus perdre de proton, et le processus s'arrête lorsque eh bien, j'ai formé ce tétraméthyle ammonium tout au bout de la réactivité, tout au bout de la chaîne. Est-ce qu'il y a des questions?
Ok, très bien. Alors, trois dernières diapos sur des amines avant de passer à un chapitre suivant. On va retrouver les réactifs. Les réactifs aminés ne servent pas uniquement à faire des sels d'ammonium. Lorsqu'on les met en présence d'un chlorure d'acide, c'est-à-dire ce que l'on va retrouver dans le chapitre des acides, on va former des amides. Alors les amides, hein, que ce soit avec l'utilisation d'amines primaires ou d'amines secondaires, eh bien, forment des amides. Ces amides, ils sont utilisés, c'est la base des polyamides, donc ce sont des polymères à destination vestimentaire. Alors, la question, elle est relativement simple. Il y a une réaction avec des amines qui sont primaires ou avec des amines qui sont secondaires. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'amines tertiaires? Eh bien, pourquoi est-ce que les amines tertiaires ne réagissent pas? Mais regardez, à chaque fois que l'amine primaire ou l'amine secondaire réagit, c'est le même principe que tout à l'heure, on va perdre un proton. On perd un proton. Sur une amine qui est tertiaire, il n'y a pas de proton. Donc, on ne peut pas faire la réaction. Et bien souvent, eh bien, la réactivité des amines primaires et secondaires, elle est similaire, alors que la réactivité des amines tertiaires, elle est limitée par l'absence de protons sur le substrat. Donc ça, ça je passe. On reverra ça dans le chapitre des acides. Alors, dernier point ici, c'est comment on fait pour faire des éliminations. Alors, les éliminations, on a vu que on pouvait les faire à partir des dérivés halogénés. Donc, les dérivés halogénés s'éliminent. Hein, en présence d'une base forte, par exemple, on arrive à faire de l'élimination. C'est ce que l'on a vu sur le premier chapitre. Sur le chapitre des alcools, c'est pareil. Lorsqu'on se met en présence d'un acide fort, eh bien, on peut obtenir des produits d'élimination. Eh bien, dans le chapitre sur les amines, on peut obtenir des éliminations à partir des amines. Donc, regardez attentivement ce qui est marqué. Si je fais réagir une amine primaire avec CH3I, on vient de voir que c'était assez souvent le siège de réaction de substitution nucléophile. Donc, je réalise ma substitution des atomes d'hydrogène sur l'atome d'azote par CH3. Plus je substitue l'atome d'azote par des groupements alkyles, plus il devient réactif, plus il devient nucléophile. Donc, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout du processus. Je vais jusqu'au bout, donc je vais jusqu'à l'ammonium correspondant. Et figurez-vous que cet ammonium n'a qu'une seule idée en tête. C'est de récupérer des doublets, voilà, ici, pour que l'atome d'azote soit à nouveau dans son état un peu normal, avec son doublet. Et la récupération de ces doublets s'accompagne de la formation de double liaison. Alors, lorsque l'on fait A plus B donne C, eh bien, on va avoir besoin d'une base forte. Comment ça fonctionne? Alors, regardons ici un tout petit peu lorsque l'on a éclaté cette molécule, dans laquelle eh bien, le lion ammonium est formé. Donc, l'ion ammonium est formé, on va avoir eh bien, un hydrogène en bêta. Donc, en bêta, parce que le premier atome de carbone ici est alpha, le deuxième atome de carbone est bêta. Donc, OH-. OH-, quel est son rôle? Son rôle, c'est d'arracher le proton le plus acide. Alors, le proton le plus acide, ce n'est pas n'importe quel proton partout ailleurs sur cette molécule, c'est un proton qui est relativement proche de l'ammonium, parce que l'acidité de ce proton, elle est augmentée, puisque l'ammonium attire les électrons vers lui. C'est considéré comme un groupement attracteur, par effet -I. Donc, la base va arracher le proton ici sur ce CH3, sur l'un des CH3 de cet ammonium,
Une fois que ce proton a été arraché, ben j'ai un anion qui s'est formé ici. Et à partir de cet anion, eh bien, je vais avoir sur une suite de réactions qui va s'enchaîner. Cet anion, qui est une base, va réagir avec ce proton pour reformer CH3. Eh bien, ce qui libère les deux électrons de cette liaison, les deux électrons de cette liaison vont se rabattre entre le carbone ici et le carbone là, porteur de R1 et de R2. Ce qui va provoquer en fait l'apparition de la double liaison et l'utilisation de ces deux électrons pour compenser le déficit électronique sur l'atome de carbone. Donc sur ce mécanisme où les déplacements d'électrons s'enchaînent, on va en fait au bout du compte récupérer la triméthylamine et puis la double liaison. Est-ce qu'il y a des questions? Ce qu'il faut en fait peut-être entrevoir, c'est que dès que l'on a des ammoniums, dès que l'on a des oxoniums, on peut faire des doubles liaisons avec. On peut faire une élimination. Pourquoi? Parce que l'atome d'oxygène ou l'atome d'azote, sous cette forme onium, chargé positivement, va tout faire pour récupérer son doublet. Et que c'est le moteur pour faire des doubles liaisons. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Alors. Ceci clôt en fait le chapitre sur les alcools et sur les amines, mais comme je vous l'ai déjà dit, on va retrouver des alcools à plusieurs endroits dans le cours, on va retrouver des amines à plusieurs endroits dans le cours. C'est à vous de faire l'effort pour récupérer dans vos résumés de cours tout ce qui concerne les amines à un endroit, tout ce qui concerne les alcools à un autre endroit, de manière à croiser vos informations et de ne rien oublier. Alors, le pK des amides, c'est 35. Ce n'est pas des amides, c'est amidure. Amidure. Et puis, il me semble que vous avez accessible à ce document-là, non? Vous n'avez pas accès à ce document-là sur votre ENT? Ok. Voilà, voilà, amidure pK 35. Alors, c'est environ, hein, ce n'est pas 35 fixes, c'est un ordre d'idée, parce que bien entendu, l'acidité ou la basicité, ça peut être modulé en fonction des substituants, dans une faible mesure, mais si vous avez des substituants qui sont ou donneurs ou accepteurs, comme pour les acides, hein, les bases, c'est pareil, vous allez moduler leur réactivité. Alors, donc ça, je ferme. Et je... Voilà, on va prendre ça. Alors, écran partagé. Pourquoi c'est marqué écran 2 là? C'est quoi ce bordel? Ok, vous voyez le diaporama? Ok, d'accord. Bien. Alors, les alcènes. Qu'est-ce qu'on appelle un alcène? Un alcène, on appelle un alcène une double liaison. Alors, il y a deux types
d'appellation que vous pouvez retrouver. C'est Alcène. C'est ce qui va donner le nom générique, c'est-à-dire ce qui va vous donner un accès à de la nomenclature, ou alors le terme oléfine, qui est un ancien terme que l'on peut retrouver, y compris dans mon phrasé quand je n'y fais pas attention, mais ça veut dire la même chose, ça veut dire alcène. Alors, comme pour les autres, on commence par 2-3 propriétés, et puis on va décliner les applications, mais c'est identique sur chaque chapitre. Alors, ces alcènes eh bien, ont la particularité d'être constitués de carbone sp2. Alors, carbone sp2, ça signifie que l'on utilise deux orbitales p et une orbitale s pour les hybrider, et puis former donc 3 liaisons dans 3 directions dans l'espace. Il reste une orbitale p pure pour créer la liaison double. Mais dans 3 directions dans l'espace, ça veut dire que les doubles liaisons sont planes. Les doubles liaisons sont planes et les angles que vous avez ici marqués sont voisins de 120 degrés. Alors pourquoi voisins de 120 degrés? Eh bien parce que dans l'éthylène ici, les 2 groupements H que vous avez, là et là, eh bien, n'ont que très peu de répulsion électronique. Par contre, si vous grossissez, si vous augmentez en fait la taille des 2 groupements qui substituent une double liaison, on peut avoir une gêne stérique, ce qui va augmenter un tout petit peu l'angle ici de 116 degrés, ça va l'augmenter 117, 118, 119, 120, etc. Ce qui va forcément diminuer l'autre, puisque vous ne pouvez pas aller à plus de 360 ici. Alors, autre point qui est important, c'est la longueur de la liaison. Donc, la longueur de la liaison entre les 2 atomes de carbone, eh bien, elle est de 1,33, 1,34 angstroms, ça dépend des sources. Hein. Mais la double liaison, elle est plus courte que la liaison simple. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand on est lié 2 fois à quelqu'un, la distance entre les deux atomes devient plus courte. Elle devient plus courte, hein, et ça veut dire que les 2 partenaires se rapprochent dans l'espace. Donc, notez bien que une double liaison, ça amène de la planéité, que les angles sont de 120 degrés, qu'on utilise 3 orbitales pour les hybrider, pour former des liaisons sigma dans 3 directions dans l'espace, et que l'orbitale P restante sert à faire la double liaison. La formule générale de ces molécules, lorsqu'elles ne comprennent qu'une seule double liaison, n'est plus CnH2n plus 2, mais CnH2n, puisque lorsque l'on passe de la molécule où il y a un atome, il n'y a pas de double liaison, on a enlevé 2 hydrogènes, donc d'où le CnH2n. Alors, pourquoi est-ce que des doubles liaisons, on vous les fait faire? Eh bien, figurez-vous qu'il y a énormément de molécules en sciences de la vie qui possèdent des doubles liaisons. Là, vous avez 3 exemples. C'est le cas de quasiment de toutes les vitamines. Hein. Elles possèdent toutes à un moment donné ou à un autre une ou plusieurs doubles liaisons. Alors tiens, je ne sais pas qui c'est qui mange un jus, qui c'est qui boit un jus d'orange frais le matin. Hein. La vitamine C est un dérivé de la vitamine A où il y a plusieurs doubles liaisons. Alors ces doubles liaisons, elles ont une configuration, on va y revenir tout à l'heure, mais la vitamine C, c'est pareil. Et si vous buvez un jus d'orange frais le matin, pourquoi on vous dit de le boire immédiatement? Pourquoi on vous dit de ne pas le laisser traîner sur la table et de le boire 2-3 jours après? Pourquoi est-ce que on préfère boire un jus d'orange frais qu'un jus d'orange en bouteille? Eh bien, tout simplement parce que avec l'action de la lumière, on a une dégradation de cet enchaînement de double liaison. Elles ne sont plus, elles peuvent se modifier leur configuration en fonction de la lumière et perdre ainsi leur action bénéfique.
Donc un jus d'orange frais, ça se boit frais et immédiatement, et pas le lendemain quand il a passé la journée au soleil sur la table. Alors les acides arachidoniques, c'est de la cascade arachidonique, là aussi on a des doubles liaisons. Les prostaglandines, c'est pareil, on a des doubles liaisons. Donc vous avez ici sur les 3 molécules, eh bien, des fonctions OH, des doubles liaisons, hein, ou alors des acides, mais vous vous rendez bien compte que de tout l'intérêt de faire un cours de chimie fonctionnelle lorsqu'on se destine à des sciences de la vie. Et ça, c'est qu'un exemple. Alors, comment ça s'appelle? La configuration. Alors, la configuration, bien, elle est liée à la géométrie des molécules. Donc, vous avez une configuration qui est dite Z et qui est dite E. Alors, en règle générale, ça, c'est quelque chose dont vous vous souvenez, hein, puisque c'est issu de la première année, et peut-être même que vous avez vu ça au lycée. En première, souvent, ça se voit encore en première. Donc, eh bien, la répartition des substituants de part et d'autre va vous donner accès à une configuration Z ou E en fonction de quoi? Eh bien, on va de chaque côté de la double liaison, on va. Alors, la double liaison ici, il faut qu'on la coupe comme ça. Hein, voilà. On la coupe comme ça. Voilà. On la coupe dans le sens de la hauteur. On va définir de part et d'autre bien, la priorité des groupements. Vous vous souvenez des règles de Canning, Gold et Prelog qui vous permettent de définir la configuration absolue des carbones asymétriques. Ici, c'est pareil. On va définir de part et d'autre du gros trait bien, quel est le groupement qui va avoir la priorité. Donc, on utilise ces règles de Canning, Gold et Prelog. Et ici, bien, CH3 a la priorité par rapport à H. On fait la même chose de l'autre côté. CH3 a la priorité par rapport à H. Lorsque les deux groupements ici sont du même côté par rapport, cette fois-ci, au trait horizontal en pointillé, on a affaire à un Z. Si les deux groupements sont par rapport au trait en pointillé de part et d'autre, on a un E. Alors, voilà un autre exemple de l'importance, en fait, de la configuration absolue, de la configuration des doubles liaisons. C'est vrai pour le jus d'orange, c'est vrai pour le carotène, c'est vrai pour les molécules qui donnent la couleur au jus de tomate. Hein, c'est tout à fait pareil. Et il y a aussi de l'isomérie géométrique qui a lieu dans votre rétine et que la double liaison ici, d'une des doubles liaisons du rétinal, il y a une enzyme, qui permet de transformer et de modifier la configuration très précise d'une double liaison de E en Z et qui permet de rendre la rétine plus photosensible pour distinguer forme et couleur, enfin ombre et couleur plus précisément. Et donc cette isomérisation est tout à fait pertinente dans ce cours-là pour vous sur la réaction d'isomérisation entre Z et E. Alors, les doubles liaisons, ça c'est quelque chose que je vous ai déjà mentionné. Hein, c'est la stabilité d'une double liaison en règle générale. Quand est-ce que je vous ai mentionné ça? Je vous ai mentionné ça. Avec l'histoire de la chaise. Lorsqu'on a une élimination qui est possible, on va toujours, c'est la règle de Zaïtsev, vers la double liaison la plus stable. Donc, j'ai fait l'idiot avec la chaise, mais voilà, le degré de substitution, hein, augmente la stabilité de la double liaison. Donc, vous avez les plus stables ici, tétra, tri, double, etc., etc. Alors, comment on obtient des doubles liaisons? Eh bien, le premier point, c'est une forme de rappel. En fait, hein. Cette forme de rappel, c'est une déshydrohalogénation.
cette déshydrohalogénation, cette réaction d'élimination. Ici, eh bien, on a une forme de dromadaire, donc on sait que c'est une réaction d'élimination d'ordre 2, avec un état de transition ici, hein, qui va donner accès à la double liaison. Donc, la première des voies que vous connaissez déjà, c'est la réaction d'élimination de type E2. Ou E1, c'est pareil, c'est la réaction d'élimination. Donc, bien sûr qu'on est dans le chapitre des alcènes, mais il n'est pas question qu'une fois qu'on a terminé le chapitre sur les halogénures, on oublie le truc et on jette la clé. D'accord ? On ferme le tiroir, on jette la clé. Donc, il y a des choses à les retirer, à les repêcher sur un petit retour en arrière dans le chapitre, dans le chapitre sur les halogènes. Tiens, encore quelque chose que vous avez déjà vu, ça sert de rappel pour cet après-midi. C'est le chameau, cette fois-ci, avec une réaction d'élimination d'ordre 1, cette fois-ci. Donc, au fur et à mesure des chapitres que l'on va voir, eh bien, on va avoir un certain nombre de rappels, puisque des éléments, on les aura déjà vus de manière morcelée tout au long de la progression du cours. Tiens, ici, c'est pareil, on va avoir l'élimination, une élimination qui est possible, hein, lorsque l'on met en présence un alcool et puis un acide. Tiens, petite question. Pourquoi on utilise H2SO4 ou H3PO4 et pas HCl? Ah merde, ce que j'ai foutu là. Alors, ce sont des acides forts, oui, mais HCl est un acide fort aussi. Donc pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas HCl et pourquoi est-ce que ça se passe uniquement avec H2SO4? Alors, HCl peut être nucléophile. Alors, ce n'est pas HCl qui est nucléophile, c'est Cl-. Effectivement, hein, dans H2SO4, H3PO4, HCl, HBr, HI, on a toujours la notion d'acide fort, donc H+. Par contre, le contre-ion, la base conjuguée, eh bien, Cl- est nucléophile alors que HSO4- n'est pas nucléophile. H2PO4- n'est pas nucléophile. Donc, on va préférer utiliser H2SO4 ou H3PO4 pour exclusivement donner exactement meilleur nucléophile contre pas nucléophile du tout. Hein, on va préférer utiliser H2SO4 et H3PO4 pour éliminer la possibilité de faire de la substitution nucléophile. Hein, dans certains cas, avec HCl, on pourra faire de la chloration. Dans certains cas, avec HBr, on pourra faire de la bromation. Au HI, on va pouvoir faire de la iodation, alors qu'avec H2SO4 ou H3PO4, on va exclusivement se destiner à faire de l'élimination. Alors, cette élimination, vous avez un petit truc au-dessus là qui est marqué chauffage. Alors, effectivement, dans certains cas, on est obligé d'avoir du chauffage. Ça va dépendre principalement de la classe de l'alcool. On va peut-être y revenir, mais quand il y a un alcool qui donne lieu à une double liaison qui est très stable, tétrasubstitué, on n'est pas forcément obligé de chauffer. Par contre, si on est en présence d'un acide primaire, des fois, on est obligé de chauffer, même si on utilise H2SO4 ou H3PO4. Alors, ah ben voilà, hein. On va utiliser en termes de déshydratation, puisqu'on va enlever H2O, on va utiliser deux types de conditions. Des conditions qui sont fortes et des conditions qui sont plutôt douces. De quoi ça dépend? Eh bien, ça va dépendre de la classe de l'alcool. Donc, quoi qu'il arrive, eh bien, si on est en présence d'un alcool qui est tertiaire, on va utiliser des conditions douces. Comment est-ce que vous repérez les conditions douces? Ces conditions douces, c'est un milieu qui est dilué, donc un acide fort mais un acide qui est dilué, et puis une température qui est raisonnable. On n'est même pas obligé de chauffer des fois, hein.
Par contre, à l'inverse, les conditions fortes, eh bien, c'est un milieu qui est très concentré en acide et où on est obligé de chauffer. Alors là, on a les deux extrêmes. Bien entendu que on n'est pas toujours obligé de chauffer à 170, on n'est pas toujours obligé de chauffer à 50, hein, et on n'est pas obligé d'avoir une concentration de 200 moles par litre pour que ça fonctionne. Mais c'est pour illustrer en fait la différence entre que dans la notion de conditions douces et de conditions fortes. Dans votre évaluation sur cette partie, vous allez très probablement être dirigé vers des conditions plus fortes ou des conditions plus douces, plutôt que d'avoir la notion absolue de conditions douces ou de conditions fortes qui n'a pas vraiment de réalité. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Alors, le mécanisme. Eh bien, le mécanisme de la déshydratation. Déshydratation, je vous rappelle que quand on déshydrate, on enlève H2O. C'est ça, hein, la déshydratation. Donc, cette déshydratation, vous allez voir, c'est relativement simple. C'est quelque chose que l'on a déjà vu. Étape 1, eh bien, tiens, protonation d'un alcool. Ceci, eh bien, on l'a déjà vu à de nombreuses reprises, c'est l'oxonium en question. Voilà. Donc, cet ion oxonium eh bien, porte la charge positive puisque l'un des doublets a été utilisé pour former la liaison oxygène-hydrogène. Donc aujourd'hui, on a répété le terme onium, le terme formation de liaison à partir d'un acide fort. Je pense que si je ne l'ai pas dit 20 fois, je ne l'ai pas dit du tout. Donc normalement, ça doit rentrer. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de cet oxonium? Eh bien, on en fait un groupement partant. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On en fait un groupement partant. Et on va utiliser en fait la liaison carbone-oxygène. Pourquoi? Pour redonner à l'atome d'oxygène ces deux doublets, donc compenser son déficit électronique. Quelle est la résultante? Une fois que la liaison elle est cassée, eh bien, c'est l'atome de carbone qui a laissé filer des électrons. Donc on va retrouver ici l'atome de carbone sous la forme d'un carbocation. Alors pourquoi est-ce que ceci peut se faire? Eh bien parce que le carbocation est stabilisé. Il est stabilisé lorsqu'il est tertiaire. Donc, l'étape 3 est l'élimination. L'élimination, elle se fait à partir de la liaison carbone-hydrogène sur le carbone voisin, sur le carbone bêta. Et les deux électrons de la liaison carbone-hydrogène eh bien, vont être utilisés pour former la liaison double. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, H+. Donc, si on regarde bien un tout petit peu ce qui se passe à la première étape et à la dernière, et si on dresse le bilan, là, on va avoir eh bien, addition d'H+. Et puis, figurez-vous que on retrouve un H+ au bout. Ça signifie donc que si on fait le bilan, le H+, on ne va même pas le voir. On ne va même pas le voir puisqu'il est à gauche dans les réactifs, il est à droite dans les produits. Ça signifie en fait que cette réaction, elle pourrait être catalysée. Elle pourrait être catalysée par des acides. Alors, dans la pratique, hein, c'est pas catalysé vraiment, on ajoute une bonne quantité d'acide pour aller jusqu'au bout de la réaction, jusqu'au bout de la réaction d'élimination. Mais effectivement, on a ici les premiers prémices hein, de ce que signifie le terme catalyse, avec quelque chose que l'on met au départ et que l'on retrouve à la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien, donc souvenez-vous bien qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel acide. Si on utilise HCl, au niveau du carbocation, on a une chance, puisqu'il est stable, de former le dérivé chloré. Hein. Et c'est en utilisant un acide fort dont le contre-ion n'est pas nucléophile que l'on va, de manière préférentielle, jusqu'à l'élimination. Alors, autre trait de réactivité des doubles liaisons, c'est qu'on va pouvoir les hydrogéner.
Donc, vous savez comment faire des doubles liaisons, déshydrohalogénation, moins HCl, moins HBr, moins HI, déshydratation, moins H2O. Bien, mais maintenant, une fois que la double liaison est faite, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, toute la question, elle est là, c'est de la réactivité de ces doubles liaisons. Alors, ces doubles liaisons, eh bien, elles vont réagir avec tout un tas de réactifs que l'on va décliner sur ce cours. Alors, il ne reste pas grand-chose, et sur les cours suivants. Et c'est tout d'abord de l'hydrogénation. Alors, quand on dit hydrogénation, il y a deux termes. C'est souvent de la dihydrogénation. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va utiliser la petite molécule H2 pour dihydrogéner, apporter sur chacun des carbones sp2 eh bien, un atome d'hydrogène. C'est une réaction que l'on peut définir comme une réaction de réduction. Pourquoi? Eh bien, la réaction de réduction, je vous ai dit aujourd'hui et la dernière fois, c'est augmenter le nombre d'atomes d'hydrogène. Et ici, c'est exactement ce que l'on fait. C'est exactement ce que l'on fait sur les atomes de carbone. Donc, il s'agit bien d'une réaction de réduction globale. Et puis, la réduction, c'est le passage de carbone sp2 à sp3. Donc, première chose, dihydrogénation. Donc, les hydrogènes en vert. Alors, on forme deux produits. Bien. On forme deux produits. Pourquoi est-ce qu'on en forme deux? Eh bien, la double liaison, elle est plane. Ça veut dire que ces deux atomes d'hydrogène, eh bien, on peut les voir arriver soit par en dessous, soit par au-dessus de la double liaison. Donc, on a bien deux solutions. Alors ici, on retrouve la même molécule au final, mais si les doubles liaisons sont substituées de telle manière, d'une manière précise, on va retrouver deux molécules à la fin. Donc, c'est de la dihydrogénation et on obtient deux produits formels parce que la double liaison est plane. Alors ensuite, regardez, c'est la présence de ces deux atomes d'hydrogène. Ces deux atomes d'hydrogène sont positionnés de manière tout à fait bizarre. Soit sous le plan, soit au-dessus du plan, c'est entendu. Eh bien, on va définir cette transformation de dihydrogénation comme une addition qui est syn. Syn, ça veut dire eh bien, que les deux hydrogènes s'approchent du même côté en même temps, du même côté de la double liaison. Donc, sur les deux molécules, eh bien, comment ça s'appelle? Le produit de la réaction est 6, l'approche des deux hydrogènes est syn. Alors, comment c'est possible? Eh bien, il y a un dernier élément dans cette diapo qui va permettre d'expliquer pourquoi on a une réaction qui est syn avec les deux hydrogènes du même côté. C'est la présence obligatoire de catalyseurs. Alors, ces catalyseurs sont faits à partir de métaux nobles. Métaux nobles. Les métaux nobles, ce sont les métaux qui sont dans les 3-4 dernières colonnes du bloc D des métaux de transition. Ce sont des métaux qui sont appelés des métaux nobles. On va retrouver là-dedans l'argent, l'or, mais également platine, nickel, palladium, rhodium, ruthénium. Ce sont ces métaux-là que l'on appelle des métaux nobles. On les appelle également rares. Rares, et effectivement, ça concourt à la noblesse du truc et ça concourt aussi à leur prix. Alors, pourquoi est-ce que la présence d'un catalyseur pourrait faire en sorte que l'approche des deux atomes d'hydrogène soit syn et qu'in fine, les deux atomes d'hydrogène soient positionnés sur la molécule en cis? Donc, l'explication, elle arrive sur cette diapo. Donc, en fait, le catalyseur, c'est un métal. C'est un métal. Donc, même si on arrive à le diviser finement, c'est-à-dire à le mettre sous forme de toutes petites particules, eh bien, si on grossit, on va retrouver une surface. Une surface métallique qui n'est pas tout à fait plane, voilà, elle est ondulée, elle est pas homogène.
hein, et cette surface du métal va permettre d'expliquer, ou va être le moteur, de l'approche des deux hydrogènes sur la même face de la double liaison. Donc, comment on s'y prend? Eh bien, figurez-vous que lorsque la surface de ce métal est particulièrement bien préparée et activée, on va adsorber la molécule de dihydrogène. Et lors de cette adsorption, eh bien, on va dissocier en fait ces deux atomes d'hydrogène. Ils vont rester côte à côte comme ça, mais on va quelque peu les dissocier. Et lorsque la double liaison va s'approcher ici de la surface du métal, eh bien, elle va s'approcher sur une seule face. Donc, une seule face s'approche. Et puis, lorsque l'on va progressivement mettre un atome d'hydrogène sur cet atome de carbone, puis le second sur l'autre atome de carbone, dû à la proximité de cette double liaison et de la surface du métal, ces deux hydrogènes n'ont que le choix de s'approcher du même côté de la double liaison. Donc, cette réaction, elle est stéréospécifique. Pourquoi? Eh bien, parce que les deux atomes d'hydrogène s'approchent d'une seule des deux faces. Une face impliquée, un produit. Donc, l'addition et l'idicine, ce n'est pas l'addition qui est dicine, c'est l'approche qui est sine, et qui donne un produit qui est 6. Le produit est 6, le 6 c'est le statique, les hydrogènes sont déjà dessus, alors que l'approche c'est le dynamique, et dans ce cas-là on utilise le terme sine. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi ce que je vous propose c'est d'arrêter là pour aujourd'hui, on a bien travaillé, et on reprendra à cette diapo 13 la semaine prochaine. Donc s'il y a des questions, vous pouvez... Alors, est-ce que H+ est un ion spectateur? Dans quelle diapo? Dans la diapo 12. Alors, on peut revenir sur la diapo 12. La diapo 12, je ne vois pas d'H+. Utilise ton micro, parce que sinon... Alors, c'était... Bonjour, monsieur, vous m'entendez? Oui. C'était quand vous parliez du fait qu'il y avait 3 étapes et on obtenait H+ dans la première étape. Enfin, on mettait H+ dans les réactifs lors de la première étape et H+, on le retrouvait dans les produits à la troisième Oui. étape. Oui, C'est la diapo là. Oui, c'est diapo 11, pardon. Alors, ça ne peut pas être spectateur, parce que spectateur, ça veut dire qu'il n'intervient pas. D'accord. D'accord? Par contre, là, tu vois bien qu'il intervient. Et que si tu ne mets pas H+, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est le principe de la définition la plus ancienne que tu trouves de catalyseur. C'est une espèce qui intervient pour provoquer la transformation, mais que tu ne retrouves pas dans le bilan de la réaction. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.